Bonsoir le grand maître. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel, bonsoir éclaireur, bonsoir la famille, bonsoir le RHDP, bonsoir les gardiens du temple du Prado. Merci infiniment et merci pour tout le combat pendant la CAN. Oh, écoute, c'est un devoir. Et il faut saluer aussi la brigade de la CAN, on a fait du très beau travail, on a découvert plein de corruption. Oui, exactement. On les a bien inquiétés. Exactement, on a fait du très bon travail et vous avez vu, tout s'est bien passé. Effectivement. Vraiment, c'était vraiment, je vais passer le bonjour à toute la brigade. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, c'est très passionnant aujourd'hui. Et j'ai bien aimé le passage du frère Gado. En tout cas, pour moi, c'était Julien Kwao qui était ici. Donc, en tout cas, j'ai bien aimé. Mais petit à petit, il allait se convertir en EPV. Mais ça va venir. Ça viendra. Toutes les interventions étaient super. Le Premier ministre, le frère qui vient de passer, Sundiata, tout le monde. Mon général de cyclone, Mère Sali. Mère Sali. Le monsieur là est venu. Rémi les gens. Hein. Moi, quand je parle là, on dit c'est moi, j'ai dit pour moi. Quand il remet les gens là, le monsieur dit que tellement il dit que Mère Sali l'a rêvé. Il dit, as-tu allé là ou pas? En tout cas. Non, elle réveille cadavre. Mais c'est ça. En tout cas, vraiment, merci pour le travail. En fait, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui... Merci là-bas de son bouton. Ah, de son bouton, c'est l'Africain. L'Africain, quand tu tapes pas fort, là, il comprend pas. Oh. Il dit, je les réveille. Je dis toujours que Mère Aki, à son Arthur Banga, aujourd'hui, on a Mère Sali qui a son... En tout cas, tout ça là, ça contribue à finaliser l'œuvre du Prado. Aujourd'hui, nous voyons que ceux qui sont en face n'ont rien à proposer. Vraiment rien. Quand on leur demande quel est votre programme, ils lui sortent des slogans, des choses toutes préparées, comme quoi le pays est endetté, il y a des générations de dettes qu'il va falloir rembourser. On est endetté à hauteur de 23 000 milliards, mais ils oublient que Gbagbo, de son propre aveu, dit qu'il avait laissé 7 000 milliards de dettes. Donc sur les 23 milliards, il y a ces 7 000 milliards. Laissons ça de côté. Donc frère, c'est près de 8 000 milliards, au moins 68% du PIB de l'époque. Exactement, mais laissons ça de côté. On a affaire à un grand économiste qui est le Prado, il sait gérer ça. C'est pour ça que lui, ça n'a pas fait peur. Il a pris tout ça en compte et il est en train de travailler. Ça, c'est un petit problème. Laissons ça de côté. Quand on leur a opposé les vrais arguments, aujourd'hui, vous voyez leur langage est en train de changer. Ils commencent à nous parler de indice de développement humain. Je vais parler de ça. Éclaireur. Aujourd'hui, ces os-là ont trouvé un nouvel angle d'attaque contre le pouvoir, indice de développement humain. Mais le dernier rapport du PNUD vient de sortir il y a à peine quelques jours. L'indice de développement humain, c'est un indicateur en fait du bien-être dans un pays. Mais vous allez remarquer avec moi que les pays qui sont tout en haut, ce sont les pays de l'OCDE. Le premier en indice de développement humain, c'est la Suisse. Dites-moi, quel est le taux d'imposition en Suisse par rapport à la Côte d'Ivoire? Quel est le taux d'imposition? Les taxes sont très énormes en Suisse. Exactement. Donc, plus les taxes sont élevées, plus l'État dispose de moyens pour financer tout ce qui est école. À 200%. Oui. Et je crois que j'avais commencé à expliquer ça hier aux gens, mais il faut expliquer dans un français très simple. Pour dire que quand il parle de l'épargne, en fait, là, cette épargne-là, ça sera les impôts qu'ils vont imposer. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans les banques. Il y a 10, sur chaque 100 personnes, il y a 10 qui ont argent à la banque, ce sont les fonctionnaires. Si on augmente les taxes qu'on prend de 10% à 50%, on va prendre la moitié de leur salaire, ça ne va pas arranger. Donc c'est vous, la population, là. On va augmenter la TVA.
on va augmenter les impôts dans le transport. C'est ce qu'ils veulent prendre. Là où tu payais 10 francs, tu vas payer 200 francs. C'est ça. Mais c'est vraiment, c'est terre à terre, c'est ce que tu viens d'expliquer. Donc, tant aussi longtemps que l'État ne peut pas faire ce que Éclaireur vient de vous expliquer, c'est-à-dire que les hôpitaux et tout ça, c'est sur le fonds propre que l'État est en train de financer. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La couverture maladie universelle, c'est bien l'État qui paye. Vous payez juste 1000 francs pour être couvert, par mois pour être couvert. Donc c'est l'État qui finance ça. Dans les pays développés, c'est nous qui payons. Nous, ici au Canada, tu travailles entre 40% de ce que tu gagnes comme salaire pour pouvoir payer les hôpitaux, pour pouvoir payer les loisirs, pour pouvoir payer les installations d'Internet. Et c'est tout ça qui aujourd'hui rentre en ligne de compte du calcul de ce qu'ils appellent IDH. Comment voulez-vous, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, et d'après le dernier rapport, la Côte d'Ivoire a une progression annuelle de 1,38%. Vous regardez en haut du tableau, ce sont des progressions de 0, et quelques %. Ça veut dire qu'aujourd'hui, puisque le président a mis le pays en chantier, a lancé des chantiers de partout, le temps que tous ces chantiers-là se terminent et que la population commence à en bénéficier, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'indice ne peut pas être aussi meilleur qu'en Suisse. Comment vous êtes dans une maison? Vous vivez dans la maison en même temps que vous faites des travaux. Dites-moi comment vous allez vous sentir à l'aise dans cette maison. C'est pas possible. Laissez que les travaux se terminent, vous allez profiter d'une belle chambre, d'un beau séjour, d'une belle cuisine, et ainsi de suite, vous allez vous sentir plus à l'aise. Et vous allez être en joie dans cette maison-là. Donc aujourd'hui, nous dire que l'indice de développement humain est devenu leur nouveau slogan pour essayer de contredire le gouvernement, c'est vraiment petit. Je reviens sur le petit banquier, comme l'appelle Soundiata. Pour moi, c'est un banquier de quartier ou un boutiquier qui dit que lui, il va faire de l'épargne intérieure son moyen de financer les projets. Mais ça revient à ce que Gbagbo nous disait qu'il fallait augmenter toutes les boîtes de sardines de 10 francs. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne intérieure, comme tu l'as dit, n'est pas développée. Je pense que c'est 8%, ce que le Premier ministre vient de nous dire. Mais comment est-ce que tu vas financer des travaux, des projets à coût de 200, 300 milliards? En combien de temps tu vas le faire? En combien de temps? Sachant qu'un mandat, c'est de 5 ans. En combien de temps tu vas faire ça? En combien de temps tu vas construire un pont? Donc tout ça, c'est pour dire que ces gens-là n'ont pas de vision, n'ont pas d'ambition pour ce pays-là. Aujourd'hui, ils sont là à nous donner des mesurettes pour dire que c'est ça leur programme. On est à quelques mois des élections. Aujourd'hui, le grand PDCI, qui a en tête soi-disant un grand économiste, n'est pas capable de déjà nous esquisser leur programme de gouvernance. Aujourd'hui, on parle. Ils ne sont pas capables. Ils versent dans les écoutes téléphoniques. Ils versent dans les petites attaques. Mais non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Petite programmation informatique sur QR code, ils ne sont pas capables. Comment est-ce que vous pouvez être sérieux? Comment vous pouvez venir devant les Ivoiriens et dire que c'est vous qui allez gouverner ce pays avec de telles légèretés? Et vous changez de sujet à chaque fois. Dès qu'on vous contredise là-bas, vous venez ici, vous avez commencé par oui, on a endetté le pays, mais on voit aujourd'hui, toutes les démonstrations sont faites. Il n'y a que vous seul qui parlez de dette. Et je n'ose même pas parler de ce monsieur Awa Domelo, qui aujourd'hui est le centre des BRICS en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mais ce monsieur n'est pas gêné de s'acoquiner avec un Poutine qui fait son 50e mandat et en Côte d'Ivoire vient nous dire que le président ne peut pas faire encore un autre mandat. Mais quelle honte! Quelle honte! Mais il pense que les Ivoiriens d'aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens d'hier, que eux pouvaient lobotomiser, que eux pouvaient encore traîner dans les maquis ou dans les agoras pour pouvoir faire de ce qu'ils veulent. Non, ça a changé.
Aujourd'hui, les Ivoiriens, et j'entends aussi sur les panels les gens qui disent que oui, vous les ados-moutons, vous n'êtes pas éduqués. Aujourd'hui même, j'étais sur un panel, mais ils n'ont pas voulu me prendre. Je leur ai dit, moi je suis un fils, un enfant du Prado, éduqué, la tête bien faite. Je veux un débat avec vous, je suis tout seul. Tout seul. Ils n'ont jamais voulu me prendre. Je dis, c'est la preuve, comme quoi, vous qui dites que vous êtes les plus éduqués, aujourd'hui, vous avez en face de vous des garçons, des vrais, et ceux qui savent de quoi ils parlent et qui maîtrisent les sujets plus que vous et qui veulent un vrai débat. Mais vous fuyez. Mais donc, c'est pour ça que je remercie celui-là qui est venu aujourd'hui pour essayer d'apprendre. Parce qu'il est parti de là avec un peu plus de connaissances qu'il n'était arrivé avec. J'espère qu'il sera là encore samedi et il aura en face de lui quelqu'un de encore plus aguerri que Éclaireur, ou que moi, ou que nous tous qui parlons ici, pour lui répondre et pour lui faire comprendre que cette histoire, ce sujet qu'il a choisi, l'idée qu'il a derrière la tête, parce que nous tous on sait ce qu'il a derrière la tête, l'idée qu'il a derrière la tête n'est pas forcément la vérité. Mais il le sera, mais avec des démonstrations, avec des preuves. Et je fais confiance à nous tous ici, surtout à Sundiata, notre archiviste et autres, d'amener des preuves. On va mettre des choses devant eux. Parce qu'il faut les convaincre avec du concret, comme fait le président de la République. Et donc sur ce, Éclaireur, merci. Je me mets sur mute et puis je laisse la parole. Le grand maître sous votre contrôle. Oui. J'allais faire un travail dirigé de ton cours magistral. Et donc, si je me trompe, ne te gêne absolument pas pour me dire non. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Je suis d'accord. Ok. Je suis un pays, je m'appelle la Côte d'Ivoire. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, pour que tu comprennes très bien ce que c'est que l'indice de développement humain, la maison que je suis qui m'appelle Côte d'Ivoire, là, d'autres m'appellent pays. Mais on va considérer que je suis une nouvelle maison qu'on va construire. Pour construire cette maison-là, il faut avoir des éléments. Il faut avoir terrain, il faut avoir les papiers, il faut avoir les autorisations. Une fois que tu as tout ça, tu t'en vas chez un architecte. L'architecte fait un plan. Et quand on fait le plan, je mets maintenant les moyens pour construire ma maison. Si j'arrive à construire ma maison, c'est ce que Ouattara est en train de faire, il est en train de construire son pays. L'humain, ça veut dire l'homme. L'homme, quand tu appelles humain, ça veut dire que tu es l'homme, tu as pied et tête. Mais ça veut dire que tu n'es pas seulement ce que tu es, tu n'es pas l'humanoïde, tu n'es pas un corps humain simple comme ça. Ça veut dire toi dans ton cerveau là, tu sais faire la part des choses, tu sais évaluer. Dans le même mot, on a développement. Ça veut dire celui qui sait évaluer et qui veut aller de l'avant. Le développement, c'est le progrès. Et donc, la structure qui s'occupe de la vérification du développement humain, cette structure-là s'appelle le PNUD, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Si tu as compris tout ce que je suis en train de t'expliquer, à partir du moment où on veut construire notre maison, la Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens vivent dans la paix? C'est le premier élément qu'il faut vérifier. Dans l'indice de développement humain, on a 3 caractéristiques. On a 3 choses qu'on vérifie dans l'indice de développement humain. L'espérance de vie de la personne. L'espérance de vie, ça veut dire, tu vas vivre jusqu'à combien de temps? Si dans ton pays, il y a la guerre, là, toi, tu peux vivre. Au moins, tu nais, on te met une balle dans la tête. Donc, le premier vrai élément pour déterminer la qualité et la quantité de l'indice de développement humain, c'est d'abord, est-ce que ce pays-là, ses dirigeants arrivent à maintenir ce pays dans la paix? Est-ce que Alassane Ouattara arrive aujourd'hui à maintenir la Côte d'Ivoire dans la paix? La réponse est oui. Donc, ça veut dire que si toi, tu es quelqu'un, tu vis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ta vie n'est pas menacée. Après, est-ce que les hôpitaux peuvent permettre à ceux qui sont malades de se soigner? Oui, il y a une amélioration. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément pour voir si les conditions de vie d'un humain s'améliorent,
selon les indices de l'IDH ou du PNUD, si vous voulez, c'est la même chose. On va regarder le niveau d'instruction. Si tu arrives à vivre là, on regarde, est-ce que tu fréquentes? Est-ce que tu vas à l'école? Quand on va voir aujourd'hui là, allez prendre la différence entre la Côte d'Ivoire d'hier, de Laurent Gbagbo, ceux qui critiquent aujourd'hui, et de Bédié, au moment où les Tiam étaient là, et puis regardez le taux d'alphabétisation. Et puis vous-même, demandez-leur à leur époque, là, quand ils géraient là, quel était le taux de scolarisation, d'alphabétisation. Et puis allez prendre le temps de Ouattara aujourd'hui, et puis vous comparez, vous allez voir qu'il y a eu plus d'écoles qui ont été construites. Eux, ils avaient 3 universités, Ouattara a construit 6 lui seul. Et donc là, ça saute à l'œil. Et donc, une fois que tu as compris ça, on maintient l'homme en vie. On l'envoie à l'école pour que sa tête, ça travaille. Le dernier élément de l'IDH, de l'indice du développement humain, là, c'est le PIB. Le PIB, là, c'est quoi? Le PIB, là, aujourd'hui, il y a 30 millions de personnes en Côte d'Ivoire selon le dernier recensement. Les 30 millions de personnes, là, tu es mécanicien, tu es fanico, tu vends orange, même ceux qui font prostitution, c'est aussi un métier parce que ça gagne l'argent dedans. Donc tout ça là, ça rentre dedans. Je suis fonctionnaire, je suis tout ça là. Tout ce que tout le monde fait là, à la fin de l'année là, quand on met tout ce que tout le monde a fait ensemble, la richesse qu'on a créée là, l'ensemble des richesses là, quand on met ensemble et puis on calcule là, en Côte d'Ivoire, en 2024, ça fait 45 milliards de dollars. Je n'ai pas dit francs CFA, j'ai dit 45 milliards de dollars. Ça veut dire si on met toute cette richesse ensemble, qu'on divise par 30 millions là, chaque Ivoirien aura 3 000 $ en main. Ça veut dire 1 500 000 francs. Si on veut diviser le bien que la Côte d'Ivoire a produit en une année là, ça va faire que chacun des Ivoiriens aura 1 500 000 francs en main. Donc tout ce que je viens de te dire, il n'y a pas de guerre. Ouattara arrive à maintenir les enfants à l'école. L'école même est obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a construit des universités, il a construit des écoles de formation professionnelle et de socialisation, même pour ceux qui ne sont pas là à l'école. Et aujourd'hui, le PIB s'est accru. Quand tu regardes tous ces environnements, c'est le résultat que le grand-mère vous a donné pour vous dire que ça a augmenté de 1, et quelques %, alors que tous les restes sont dans les 0,0. Et donc, quand tu as regardé tout ça là, comment on a fait pour construire tout ça pour arriver là? Ça, ce sont les papiers, le terrain viabilisé, parce qu'on a dit la Côte d'Ivoire, c'est comme une maison. Quand tu arrives à faire ça, c'est comme si tu as eu les papiers. Maintenant, là, en construisant ta maison, là, comme toi, tu n'es pas riche, tu auras besoin, parce qu'on te parle d'un pays, donc tu auras besoin d'apports extérieurs, tu auras besoin de l'argent de l'extérieur. C'est sur ça maintenant que les nouveaux opposants veulent tromper les gens. Ils disent non, la Côte d'Ivoire c'est endetté. On leur a dit non, on ne s'est pas endetté. Parce que toutes les institutions mondiales chez qui on va prendre crédit là, disent que chaque fois qu'on a pris crédit, les jours, la date, l'heure, la minute qu'on leur a donné là, et puis on s'est entendu là, on paye la dette avec les intérêts parce qu'eux ne donnent pas cadeau. Donc eux disent qu'il n'y a pas de faute de paiement. Ils ont tourné, ils disent ah, vous avez endetté le pays pour les générations à venir. On dit non. L'endettement est maîtrisé. Quelles sont les conditions de l'UEMOA? L'UEMOA dit qu'un pays peut s'endetter à hauteur de 70% de son PIB, mais la Côte d'Ivoire à 48,9%. Ils ont trouvé ça, ils disent c'est pas bon. Comment on va faire pour tromper les gens? Ils disent bon, prenez l'indice de développement humain là, et puis maintenant on va les tromper. C'est ce que je viens de vous expliquer. Indice de développement humain là, les éléments qui constituent là, c'est ce que je viens de vous donner. Et donc une fois que vous avez ça, comment on va construire la Côte d'Ivoire? Tidiane Thiam dit que lui va prendre l'imposition à l'intérieur du pays. C'est un Français pour vous tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il va venir là, il va prendre l'argent des Ivoiriens pour développer le pays. Écoutez très bien ce que ça veut dire. Toi-même qui es Ivoirien qui m'écoute là, est-ce que toi tu as l'argent pour donner au gouvernement? Tu vas me dire non, moi je n'ai pas d'argent pour donner au gouvernement. Pourtant tu as de l'argent à donner au gouvernement. Mais comment? On va augmenter la boîte de sardines que tu payes à 300, là, on va augmenter ça à 700. Puisque tu dois manger pour vivre, on va augmenter le sac de riz qui est à 6 000, là, on va mettre ça à 12 000. Le transport qui coûte 5 000 francs, on va mettre ça à 10 000.
Le pain qui coûte 150, on va mettre ça à 500. Et quand on va augmenter, on ne va pas augmenter le prix directement. On va te dire que ce sont les nouvelles taxes. Et pour te convaincre, on va te dire, ce sont nos développements, nos partenaires au développement humain. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça dans les propos d'étudiants, tiens? Les partenaires au développement humain, là, c'est qui? C'est ceux qui donnent l'argent, les bailleurs de fonds, avec les grandes institutions, là. Il est en train de vous dire, ce que Ouattara est en train de refuser, là, de prendre pour mettre impôt, là. Même tout dernièrement, ils ont demandé à Ouattara d'augmenter les impôts de 50%. C'est-à-dire que tu es fonctionnaire, là, tu es 150 000, là, on prend 75 000 dedans. Ouattara dit, je ne ferai pas ça. Ils disent, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Ouattara dit, je ne vais pas augmenter la souffrance des Ivoiriens. Je vais prendre crédit, puisque je suis un homme crédible. Les gens ont confiance en moi. Je vais prendre des crédits sur la base que vous avez confiance en moi pour développer la Côte d'Ivoire, pour atteindre mes objectifs, plutôt que d'augmenter les impôts des Ivoiriens pour leur rendre la vie difficile. Donc, il y a deux modèles économiques qui se présentent à vous, les Ivoiriens. Tout ce qu'ils sont en train de vous dire dans gros français, là, c'est ce que je t'ai expliqué en petit français comme ça. Donc, quand ils vont venir là, ils vont augmenter les impôts. Là où tu payais 50 francs, tu vas payer 500. Et quand tu vas te plaindre, on va dire non, c'est les impôts. Tu vas voir, tout le monde sera très énervé dans le pays. Mais Ouattara dit, moi, je ne ferai pas ça. Moi, je vais prendre l'argent avec les Blancs, développer le pays parce que je suis un homme crédible. Et c'est là que vous voyez que le modèle qu'ils ne veulent pas vous dire pour vous détailler là, c'est ce que moi je viens de faire, c'est ce que le grand maître vient de faire. Et prenez cette partie-là, allez mettre ça devant eux et puis dites-leur de dire que c'est faux. Ils ne pourront jamais le faire parce qu'eux-mêmes, là, tel qu'on a expliqué, n'ont pas l'intelligence. Et donc, vous n'allez pas blaguer les gens. Et Ouattara a le modèle le plus sûr. Et ses opposants-là, même s'ils prennent le pouvoir par extraordinaire, ils vont faire le même modèle que le pays, celui de M. Ouattara, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, cher peuple, les gens parlent beaucoup, mais ils ne vous disent pas toute la vérité et ils veulent vous tromper pour vous mettre devant les faits accomplis. Est-ce que Gbagbo ne vous a pas dit que le politicien, c'est comme un commerçant? Le commerçant, là, est-ce qu'il va te dire le vrai prix auquel il a payé une marchandise? Il faut être le commerçant le plus bête du monde pour dire non, j'ai payé ça à 100 francs, il faut ajouter 5 francs dessus. Le commerçant va te dire non, ce produit-là, non, je te vends ça à tel prix. Tu as payé à combien? Ce n'est pas ça. La discussion ne commence pas là. La discussion commence, tu veux me vendre ça à combien? Je vais te vendre ça à 150. Et tu ne vas jamais demander à un commerçant, mais toi tu as payé à combien? Et puis il va te donner la réponse. Donc là, il dit, eux sont des commerçants. Une fois que tu prends leur marchandise là, tu leur donnes ton pouvoir là, et qu'eux deviennent présidents là, eux ils te tiennent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Le discours est là, le jour qui s'est réuni avec les jeunes. Mais le discours politique est profond. Ils veulent vous escroquer comme de la manière ils ont escroqué nos parents en 90. Mais ils ne peuvent pas sortir pour vous dire la vérité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas sortir pour vous donner un programme de campagne. Parce que dans leur programme de campagne, là, ils seront obligés de mettre leur méthode et on va les attraper parce qu'on va expliquer aux gens. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas écrire. Hein. Ils peuvent écrire, mais ils savent que quand on va prendre et puis décortiquer, là, ils seront perdus dans le film. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vous donner ça. Ils veulent vous piéger, vous mentir, vous faire entendre ce que vous voulez, puis à la dernière minute, quand vous leur donnez le pouvoir, là, ils vont mettre l'enfer sur vous. Et donc, grand maître, c'est ce que je pouvais dire. Et si vous pouvez valider ma thèse ou pas, en tout cas, elle est émise. En tout cas, thèse validée à 100%. C'est vraiment l'explication terre à terre, le plus commun que vous avez fait. Éclaireur, vraiment merci. C'est à vous que reviennent les remerciements. Et j'espère que quand on va couper cette partie pour mettre à la disposition des gens, tout le monde comprendra de quoi il est question. Et le mérite de notre plateforme, c'est chacun des intervenants ici qui est une tête et qui sait où elle va. Et merci à chacun de réveiller les consciences. Et merci de continuer ce combat-là. Parce que quand on va découper cette petite partie pour mettre, chers partisans du docteur Ouattara, balancez ça dans tous les groupes. Et surtout, mettez, s'il y a quelqu'un qui est garçon pour démentir les faits. Ils ne pourront jamais démentir. Mais ce qui est intéressant, on va les pousser jusqu'à ce qu'ils manquent d'arguments, même dans le mensonge. Nous sommes prêts pour cela. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Et donc, je crois que tout le monde s'est exprimé. On va revenir à zéro dans le panel. Et on va laisser la... Oui.
Ouais, excuse-moi, Claire, est-ce que je peux juste ajouter un petit quelque chose sur ce que tu as dit avec à 200%? Avec plaisir. C'est par rapport à, il a dit que, effectivement, l'argument qu'ils sont allés chercher, c'est l'indice de développement humain, mais ils ont un deuxième argument qu'ils ont soulevé aussi, c'est le coût de la vie. Ils disent que la Côte d'Ivoire fait partie des, je sais pas si c'est 10 pays ou bien les 20 pays les plus chers d'Afrique. Et c'est selon eux, c'est Statista et puis Numbeo. C'est des sites, si vous partez sur Internet, vous allez le voir. Effectivement, le classement est fait. Mais la base de cette institution, c'est pas une institution publique, hein, je pense que c'est une institution privée, ils prennent comme New York comme base 100. Et ils utilisent un certain nombre d'informations locales, c'est-à-dire sur le terrain, qu'ils actualisent, et puis après ils disent que si tu es au-delà des 100, c'est-à-dire par exemple si tu es à 120, ça veut dire que tu es 20% plus cher que New York. Bon, ça là, pour moi, selon moi, c'est théorique. Parce que même si tu dis que la Côte d'Ivoire à 150, est-ce que la Côte d'Ivoire peut être plus cher que New York? De vous à moi. Vous voyez, donc moi, je pense que si vous allez même sur ChatGPT, vous mettez les conditions qu'ils ont utilisées, la ChatGPT va vous dire que ça a des limites. C'est cet indice de comment ils utilisent pour faire fixer le coût de la vie et décider qu'un pays est plus cher que l'autre, ainsi de suite. Moi, j'ai fait mes recherches, je suis allé sur leur site. Monsieur Koulibaly. Et j'ai tapé Côte d'Ivoire. Monsieur Koulibaly. Et il a donné les infos. Oui. Pour valider ce que vous êtes en train de dire, l'essence là, ça coûte combien en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le super, c'est 800. Ok. Non, c'est déjà suffisant. 75. Arrondissons ça à 900. Arrondissons ça à 900. Okay. Bon, à New York, le super, ça va te coûter au moins 3,49. Ça va faire 1540 cents. Bon, il faut pas. Ça fait 1900. Hein, ça fait 1900, voilà, ok. Donc, il y a déjà une différence de 1000 francs. 1000 francs, oui. Pour 1 litre entre la Côte d'Ivoire et New York, il y a déjà une différence de 1000 francs de plus. On ne peut pas comparer deux environnements diamétralement opposés. Et puis, c'est pas tout. Si quand tu vas même sur le site de leur site là, tu vas voir qu'ils ont mis Abidjan. Ils donnent beaucoup de détails, même le prix du restaurant, moyen, et ainsi de suite. Mais quand tu tapes Boaké, eux-mêmes ils te disent si tu as des informations pour leur donner. Moi, je sais pas. Donc, on va parler du coût de la vie, du coût de la Côte d'Ivoire là. Abidjan seul, et puis laisser l'intérêt du pays. Effectivement. Éclaireur. Oui. Voilà. Là, déjà, c'est discutable. Oui, à 200%. Oui, je voulais juste apporter quelque chose à ce que le frère est en train de dire. Justement, ce qu'il est en train de dire, je ne sais pas, j'avais envoyé une vidéo dans la direction. C'était un bout d'émission qui s'est passé sur un plateau qui s'appelle Frontal. Il y a un Français qui s'appelle Bernard Houdin qui était opposé à un monsieur du RHDP et il y avait un représentant du PDCI. C'est ce représentant du PDCI qui a dit ça. Effectivement, il a sorti des chiffres qui comparaissaient Abidjan à New York sur le coût de la vie. Je bouillais je ne sais plus quoi, je voulais rentrer, c'est pas possible. C'est tellement malhonnête, je vais vous expliquer. Je commence par ceci, j'avais un professeur de mathématiques qui disait ceci. Fais attention à ce que tu mesures, tu risques de l'obtenir. Ça veut dire quoi? Tu peux manipuler les chiffres comme tu veux pour obtenir ce que tu veux. Comment peut-on comparer le coût de la vie entre Abidjan et New York? À ce moment-là, il faut enlever tout ce qui est commodité pour que tu puisses revenir à des chiffres de base pour comparer. Tu ne peux pas comparer le coût pour quelqu'un qui est malade, qui quitte chez lui pour aller à l'hôpital qui est à 20 km, à celui qui quitte chez lui à New York et qui fait juste 1 km, il est à l'hôpital. Tu ne peux pas comparer ça. C'est pas possible. Et encore, j'aurais dit à ce monsieur du PDCI, si vous, en votre temps, vous avez pu
mettre des hôpitaux un peu partout en Côte d'Ivoire, la distance serait réduite et le coût d'aller à l'hôpital en Côte d'Ivoire serait beaucoup plus minime qu'aujourd'hui. C'est ça que je leur ai répondu. Ce que le monsieur du RHDP n'a pas pu le faire. Tu ne peux pas comparer un pays comme les États-Unis, New York en plus, qui a une densité de population et un maillage très très dense de tout ce qui est commodité, services et ainsi de suite, à notre Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, grâce au président, est en train de retrouver un maillage acceptable. Et ils prennent ces chiffres-là, c'est ça là qu'ils amènent sur les plateaux pour essayer de tromper les gens. Vous voyez, je ne peux pas, moi, qui vis ici, au Canada, disons à quelqu'un, le jour où je veux aller au magasin, faire mes courses, ça me prend 2 minutes de voiture, le carburant coûte allez, $1, et je calcule tout ça pour voir quelle est la facilité de procurer les produits que j'ai besoin versus quelqu'un qui vient à Abidjan. C'est comme ça qu'on calcule. Il faut comparer les oranges avec les oranges. Mais eux, ils prennent ça, ils manipulent et puis ils balancent ça comme ça aux gens et puis ils disent que voici le niveau de vie en Côte d'Ivoire comparé à New York. Et donc, cher grand maître, en d'autres termes, si on avait pris la caractéristique économique de la Côte d'Ivoire avec d'autres pays du même type, la Côte d'Ivoire aurait un meilleur taux d'indice humain. Exactement. Ouais, justement. Exactement. Exactement. Et ils ont fait exprès de prendre New York comme référence. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça, c'est vraiment la malhonnêteté. Et celui-là se dit représentant de Tidjane Thiam. Mais cher grand-mère, je vous avais dit qu'on aura déconstruit beaucoup de mensonges avec Tidjane Thiam. C'est un expert en manipulation. C'est le combat qui a commencé. C'est le combat qui a commencé. On sera derrière eux en phase 2. Chaque mensonge qu'ils vont mettre dehors, on sera là. On sera là. Il se dit polytechnicien, non? On sera là. On sera là. Et il n'a qu'à envoyer chaque petit polytechnicien qu'il a produit au PDCI là. Nous, on sera en face. On va voir. Qui aura raison sur qui? Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Oui. Cher frère, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce sont des gens qui ont gouverné avant, qu'on a vu passer. On sait ce qu'ils ont fait. Donc, franchement, ils sont très mal placés pour apporter des critiques. Parce que si on prend toutes choses étant égales par ailleurs, leur époque, on fait les comparaisons. Parce que moi aussi, j'ai fait des recherches sur remontée. Hein. Sur remontée, c'est le truc intéressant, c'est que Google, là, c'est ça qui est bien avec les Blancs. Ils ont mis en place des structures d'être un peu curieux. Moi, j'ai fait des recherches aussi. Donc, quand on compare certaines époques, je suis désolé, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est mieux qu'à leur époque. Parce que si le PDC avait si bien géré, Ouattara ne serait pas arrivé dans la politique en Côte d'Ivoire. Parce que si on a fait appel à Ouattara en 90, c'est pas tout était gâté, tout était mélangé, le pays était en faillite, on était quasiment touché. La preuve, c'est qu'il s'agissait d'augmentation et de diminution des salaires. Le plan que Koumoué, Kofi, je crois, avait fait en son temps, c'était on devait diminuer les salaires. C'est quand Ouattara est intervenu, il faut faire appel à Ouattara quand il a mis son plan. Cher aîné, oui, j'allais dire quelque chose rapidement, cher mère. Je vais me retirer, quoi. Donc, je ne saurais me retirer sans vous dire merci. Et comme il est l'heure de la rupture, si vraiment merci à tous, vraiment que Dieu nous garde et le combat continue. C'est qu'il y a aussi les gars, ils vont me trouver ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher mère. Et cher aîné Koulibaly, ce que vous disiez, pour restructurer l'économie d'un pays, on a soit l'occasion de faire monter les taxes ou même de couper les salaires. Ça fait partie des mesures les plus inhumaines. Or, au PDCI, Moïse Koumoué proposait de diminuer les salaires de moitié. Ça. Il avait demandé de diminuer les salaires. Et je me souviens bien, Oufo Boamé était sorti pour dire que le plan là, que ce sera appliqué intégralement. C'est là que la rue s'est embrasée. Et c'est là que l'expression Oufo voleur. Voilà, tu as commencé à crier Oufo voleur, ainsi de suite. Et quand Ouattara est intervenu, Ouattara a fait un plan en deux volets. Premier volet, c'était d'abord stabilisation, et puis deuxième volet, relance de l'économie. Ouattara a réussi son plan, parce que quand Ouattara est arrivé,
au lieu de couper les salaires. C'est-à-dire que le premier discours de Ouattara, moi je vous dis, hein, si mon amour pour ce mot, je vous dis, ça a été comme un coup de foudre. Moi, j'avais jamais vu un intérêt. Il a parlé 6 minutes. En 6 petites minutes, le monsieur a calmé le pays. Parce qu'il était convaincant dans ses propos et il était tellement cohérent. C'était le genre d'intellectuel qu'on n'avait jamais vu, en tout cas, parler comme ça sur les médias publics. On a vu beaucoup de gens, hein, je n'ai pas dit qu'il est le plus intelligent, mais il a dégagé quelque chose. C'est sa prise de parole. Donc, depuis ce jour-là, moi, je me souviens bien, j'étais encore, je venais de sortir de choses, et je n'avais pas encore commencé à travailler, j'étais en train de chercher le boulot, je venais de sortir de l'université. Et de passer des concours. Quand j'ai écouté ce monsieur, j'étais avec des amis, on a dit, intellectuel, nous on a vu des intellectuels, mais le monsieur là, ça, c'est un numéro, hein. Et voilà comment, moi, ça a déclenché quelque chose chez moi par rapport à Ouattara. Pour en revenir au problème justement du PDCI, c'est pour dire que si ça avait bien géré là, Ouattara n'allait pas venir faire relance et puis d'abord stabilisation puis relance et ainsi de suite. Donc, ça dit qu'eux ils sont mal placés pour critiquer. On est désolé quoi. C'est-à-dire, en fait, leur champion veut se faire passer pour quelqu'un qui est nouveau. Il n'est pas nouveau, il était là. Il a cumulé 2 postes à l'époque. Il était à la fois directeur du BNET, qu'on appelait Grands Travaux, et puis il était ministre du Plan. Voilà le problème. Donc, c'est pas quelqu'un qui est nouveau. On sait bien qu'il est passé par là. Et franchement, honnêtement, hein, il est à court d'idées. Et on va continuer à l'écouter. Il va dérouler, il sera bien obligé à un moment ou à un autre d'aller au-delà de ce qu'il a dit pour le moment. Avec les quelques petites sorties qu'il a faites, on voit plus ou moins où il veut en venir, mais c'est peut-être des ballons d'essai pour voir comment les gens réagissent. Mais c'est pas ça qui va les sauver. Parce que ce que tu vas dire là, si ça ne correspond pas à ce qui doit être, on sera obligé de réagir. Voilà en fait la réalité. Une chose est sûre, le coût de la vie, quel ne soit le coût de la vie, quel soit l'indice de développement humain, ça ne suffira pas pour déconstruire le Prado. C'est des arguments qui sont légers, que les gens ne vont même pas écouter. Parce que nous, on voit le niveau d'inflation qui est tellement bas par rapport à la sous-région en comparaison avec les autres pays qui sont à peu près comme nous. Quand nous, on compare là, on voit bien que la Côte d'Ivoire est très loin derrière un pays comme le Ghana, un pays comme le Nigeria, voilà, qui sont à peu près dans les mêmes standards que nous, un pays comme le Sénégal, ainsi de suite. Ne parlons même pas des autres pays de l'AES. Donc, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire est maîtrisé par le président. Et il a une gouvernance qui est très, très, très pragmatique. Il suffit simplement de voir. On l'a attaqué, oui, il a cassé Bouribana, il a cassé ceci, cela. Les gens, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Il s'est assis, il les regarde. Il n'a pas parlé. Mais quelques semaines après, là, quand il a débloqué budget pour dire, bon, on va faire ceci, on va faire cela, 18 milliards. Les clameurs se sont tués, non? C'est un stratège, je vous dis ça. Le monsieur là, c'est un stratège. Ça là, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose qui est Dieu donné, on ne peut pas. Le gars, il a toujours une idée pour trouver une solution. Il n'a pas menti, c'est vraiment à 2 solutions. Il a toujours une solution. Même si elle ne sera pas pérenne complètement, mais elle va au moins régler momentanément la situation en attendant qu'on puisse trouver une solution plus pérenne. Mais généralement, ces solutions même perdues dans le temps, puisqu'on arrive à les adapter aux contingences à venir. C'est ça qui est intéressant dans le truc. Okay. Voilà ce que je voulais dire pour compléter un peu l'intervention, vos 2 interventions. Il n'y a pas de problème. Merci, Clara. Il n'y a pas de problème.